une sonnerie, et là vous savez que les rayons vont rentrer en fait. Hein. Ça c'est le côté un peu impressionnant. On réalise que, mais on les sent pas, on ne voit rien, on entend simplement cette sonnerie. Moi ça a été symbolisé par la sonnerie. L'histoire de la radiothérapie débute en 1895 avec la découverte des rayons X par Röntgen. Très peu de temps après, on a découvert également la radioactivité et ces découvertes donc, ont permis un essor formidable autour de ces rayonnements. Röntgen était un physicien travaillant sur la fluorescence des matériaux sous l'effet des rayons cathodiques. Il avait pour cela dans son laboratoire des plaques photographiques et des écrans fluorescents dont il étudiait la fluorescence. Un jour, au cours d'une expérience, il décide de vérifier s'il y avait de la lumière émise sous l'effet du champ électrique. Et pour cela, il décide d'entourer le tube et fait l'obscurité dans la salle pour vérifier qu'il n'y avait pas de lumière parasite. Il s'aperçoit qu'un morceau de papier était lumineux. Il regarde quel était ce papier et voit que c'était un papier couvert de peinture fluorescente qui avait donc été activé. Mais aucun rayonnement lumineux ne pouvant sortir de son appareil, il se demandait quel était ce phénomène. Il a à ce moment-là essayé d'autres écrans phosphorescents. Le phénomène se reproduisait chaque fois qu'il y avait une décharge électrique. Ces matériaux devenaient luminescents. Il y avait donc quelque chose qui passait à travers le carton et l'étain. Il a été très troublé. On était à la fin du mois de décembre. Il refuse de sortir de son laboratoire, se fait apporter de la nourriture de son laboratoire, ne parle plus à sa femme. Il est très, très, très troublé par ce phénomène. Il essaye de le reproduire. Il met des écrans de différents matériaux, s'aperçoit que ces rayonnements inconnu, traversait le bois, pouvait illuminer les écrans à travers du bois, et même qu'il lui fallait 1,5 cm de plomb pour tout arrêter. Il essaye différents métaux, et puis finalement il prend un petit objet et le place devant le tube en le tenant entre deux doigts, et à ce moment-là, aux surprises, il aperçoit non seulement l'ombre de sa main sur l'écran, mais il aperçoit l'ombre de ses os qui était plus marquée que l'ombre des tissus. Il est complètement affolé. Il reproduit l'expérience plusieurs fois. À chaque fois, il aperçoit les os de sa main sur l'écran. Il refuse d'en parler, et c'était un homme très croyant. Il est persuadé que le diable est à l'origine de ces phénomènes. Le jour de Noël arrive. Il se dit que le jour de Noël étant un jour saint, le diable n'osera pas se manifester. Il demande à sa femme de venir. Sa femme n'a jamais fait de physique. Sa femme n'a pas donc cherché à déceler les secrets de la nature. Elle ne peut pas être tentée par le diable. Et il demande à sa femme de placer sa main sur une plaque photographique qu'il a préparée. Puis il développe la plaque photographique et on a ce fameux cliché de la main de Madame Röntgen. Ayant obtenu ce résultat le jour de Noël, avec la main de sa femme, il accepte de présenter ses résultats à l'Académie des sciences et appelle ces rayonnements rayons X parce qu'il n'a aucune idée de leur origine et que personne à l'époque n'est capable d'expliquer ce phénomène physique. Et bien sûr, ceci est le début du radiodiagnostic. L'expérience va être reproduite dans tous les laboratoires du monde, très facilement, et de nombreuses études vont être faites sur ce rayonnement. Röntgen, en ce qui le concerne, refuse de continuer à travailler sur ce problème qui l'inquiète beaucoup. Il a peur de la boîte de Pandore qu'il a ouverte. Et il va accepter le prix Nobel, mais fera don de l'argent à des fondations scientifiques, et refuse de continuer à travailler sur ce problème pour lequel il ne publiera plus que 3 articles. À sa mort, il demande que tous ses papiers soient détruits, et seule sa correspondance est restée conservée jalousement
par l'université, et c'est un de mes collègues allemands qui a pu avoir accès à cette correspondance qui m'a raconté comment cette découverte avait été faite. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que dès l'année suivante, dès 1896, il y a des gens, des médecins, qui vont avoir l'idée d'utiliser ces rayons X, dont on ne sait pas grand-chose, parce que d'ailleurs c'est pour ça qu'ils s'appellent X, X comme inconnu. Ils vont avoir l'idée d'utiliser ces nouveaux rayons pour traiter des cancers. Et en France, c'est à Lyon que le docteur Despeigne, en juillet 1896, et c'est peut-être le vrai premier d'ailleurs, donc traite un cancer de l'estomac et obtient une régression du volume tumoral, une régression de la tumeur tout à fait inespérée, qui ne va pas durer très très longtemps, mais d'emblée il met le doigt sur quelque chose, les rayons, ça fait quelque chose sur le cancer. Un an plus tard, 1897, Thomson, en Angleterre, découvre l'électron. 1898, de nouveau un an plus tard, Pierre et Marie Curie découvrent le radium, considérablement plus actif que tous les corps radioactifs qui étaient connus et qui avaient découvert Becquerel. Et à partir de là, bien sûr, on a toute la recherche de physique théorique pour expliquer tous ces phénomènes qui étaient inconnus. La physique classique ne s'appliquait plus du tout. Et on a bien sûr Einstein et la relativité, Max Planck, Niels Bohr et tous les autres grands physiciens théoriciens qui vont, et Poincaré, que j'ai oublié de mentionner, qui vont contribuer à l'élaboration des bases de la physique moderne. Et dans les années qui suivent, en fait, alors là, plusieurs autres médecins vont prendre le relais, et en particulier en France, l'un des maîtres d'œuvre sera quelqu'un qui couvrira à la fois la radiologie et la radiothérapie, l'utilisation donc diagnostique et thérapeutique des rayonnements, qui est Antoine Becquerel, qui est un très grand monsieur. Et c'est là que commence à intervenir Marie Curie. Il y a très vite et très tôt des interactions entre Antoine Becquerel et le couple Pierre et Marie Curie. Et d'ailleurs, on dispose même de lettres de Marie Curie qui répond à des patients. Parce qu'il faut bien vous dire que avec la découverte du radium et l'utilisation assez rapide du radium et des rayons X en médecine, il y a pas mal de gens qui pensaient que Pierre et Marie Curie étaient médecins, ou du moins traitaient les malades. Et donc, ils leur écrivaient pour leur demander conseil. Et on a retrouvé dans les archives en fait des lettres où Marie Curie ou Pierre Curie répondaient à des patients en disant « Écoutez, oui, effectivement, peut-être qu'on peut faire quelque chose avec des rayons X, avec du radium, mais ce n'est pas nous qui faisons ça, nous conseillons de prendre contact avec le docteur Antoine Becquerel, qui lui consulte à l'époque à l'Hôtel-Dieu ou ailleurs, donc pour vous faire traiter. » C'est-à-dire que la radiothérapie servait à éviter la trop grande progression de la tumeur, mais ça n'était pas le traitement de fond. Le traitement de fond, c'était la chirurgie. La chimiothérapie n'existait pas. Donc en dehors de la chirurgie, on essayait de calmer les choses avec la radiothérapie. On guérissait des malades, il ne faut pas voir qu'on n'en guérissait pas. Mais c'était mal considéré. C'était mal considéré. Seuls les radiothérapeutes y croyaient. Et avec des moyens qui étaient limités, puisque c'était les appareils de 200 kV et le radium, qui était essentiel, car le radium permettait de faire beaucoup de guérisons. Tous les cancers du col qui étaient guéris par le radium. On ajoutait un peu de radiothérapie extérieure. Donc le radium avait été une chose absolument essentielle en radiothérapie. Ici, dans la partie la plus ancienne de l'Institut Curie, appelée Institut du Radium en 1914, Marie Curie est donc arrivée ici à cette période-là. Enfin, elle avait un laboratoire pour continuer ses recherches sur la radioactivité. Et tant, au bout de 2 prix Nobel, le premier qu'elle a eu avec Pierre Curie et pour moitié avec Henri Becquerel, en 1903, donc de physique, puis un deuxième en 1911 de chimie. Et ensuite, l'Institut Pasteur et l'Université de Paris se décident à fond commun à construire un institut du radium, enfin. Et donc, le voilà, il est là, 1914, Marie Curie arrive, c'est la Première Guerre mondiale, et elle n'y travaillera que très peu, puisqu'elle ira d'abord sur le front avec sa fille, 16 ans. Elles vont d'abord donc installer des services de radiologie sur le front.
ceci c'est le bureau de Marie Curie. Donc, et Marie Curie n'était pas médecin, mais par contre elle s'est très très vite intéressée aux applications médicales de sa découverte, le radium, et des rayonnements en général. Et ce n'est qu'après la guerre, que Marie Curie a pu reprendre contact avec Claudius Regaud, et que là, ils ont créé réellement, en 1921, la section médicale de l'Institut du Radium, en fait le premier hôpital de ce qui deviendra l'Institut Curie. Et Marie Curie, en fait, travaillait de façon très étroite. En fait, là, vous avez un bâtiment qui est le pavillon Curie, et juste en face, vous avez le pavillon Pasteur. Et vous voyez qu'entre les deux, il n'y a qu'un petit jardin. Et en fait, les gens circulaient en permanence entre ce pavillon où travaillait Marie Curie, où elle avait son laboratoire, donc qui était plutôt dédié à la recherche, et le pavillon Pasteur, lui, qui était dédié aux applications médicales. Paris, le 29 décembre 1928. Mes chers enfants, je vous envoie mes souhaits de bonne année, c'est-à-dire une année de bonne santé, de bonne humeur, de bon travail, une année pendant laquelle vous aurez chaque jour plaisir à vivre, sans attendre que les jours soient passés pour leur trouver de l'agrément, et sans mettre tout espoir d'agrément uniquement dans les jours qui viendront. Plus on vieillit, plus on sent que savoir jouir du présent est un don précieux, comparable à un état de grâce. Je pense à votre petite Hélène et je forme des souhaits pour son bonheur. C'est si émouvant de voir évoluer ce petit être qui attend tout de vous avec une confiance sans limite et qui croit certainement que vous pouvez vous interposer entre lui et toute souffrance. Un jour, elle saura que votre pouvoir ne va pas jusque-là. Et pourtant, on souhaiterait pouvoir faire cela pour ses enfants. Tout au moins leur doit-on tous les efforts pour qu'ils aient une bonne santé, une enfance paisible et sereine, dans une ambiance d'affection, où leur belle confiance dure aussi longtemps que possible. J'espère que la petite chérie a la couverture chaude pour sa voiture comme il était convenu. Je vais mieux, mais je conserve un résidu de fièvre qui ne me quitte pas. L'expression « Il serait bon de le signaler en note, si la chose est possible. » Je vous embrasse tous les trois, Marie Curie. Et à cette époque, c'était une charge importante qui entraînait à tout un cortège de douleurs. C'était le diagnostic de cancer, c'était une mort annoncée. Et puis, il y a eu Justin Godard. Et la Ligue a été créée dans le service du professeur Hartmann. C'était en 1918 parce que Godard était sous-secrétaire d'État pour réorganiser la santé militaire. Les affiches de la Ligue étaient tout à fait terrifiantes. On voit par exemple ce crabe, cet animal terrifiant, repoussant, avec dans les affiches une ombre portée de ces pinces qui augmentent encore le volume. Et puis on voit des guerriers avec une épée qui est entre les deux yeux. On voit, c'est donc un combat. C'est un combat. Et on voit aussi, on lit des affiches « Tuez le cancer avant qu'il ne vous tue ». Donc tout ceci était terrifiant. Probablement pas de nature à faire avancer la lutte, car c'était un peu sidérant. Et au fur et à mesure, on a essayé de gommer cet aspect terrorisant, parce qu'on se rend bien compte que cette charge mythique opacifie le langage entre le malade et le médecin. Un des médecins qui a réellement
permis le passage de l'empirisme à une démarche raisonnée est Claudius Regaud. D'abord lyonnais, puis ensuite il est monté à Paris, et il a défini 4 grands principes qui actuellement restent les principes majeurs de la radiothérapie moderne. Le premier, c'est que la radiothérapie est une action directement au niveau des cellules souches. Le deuxième élément important, c'est la notion de lésion cellulaire transmissible. Lors d'une séance de radiothérapie, les cellules vont continuer à se multiplier, mais les cellules filles vont voir apparaître un certain nombre de monstruosités, ce qui va entraîner une mort cellulaire différée. Il a également montré l'électivité de certaines cellules. On voit qu'il y a des cellules qui peuvent être plus sensibles que d'autres. Ainsi, les cellules de la moelle, les cellules du rein, les cellules du cristallin sont plus fragiles, et quand on doit faire une radiothérapie à proximité de ces lésions, c'est toute la difficulté d'apporter une dose suffisante au niveau de la tumeur en épargnant au maximum ces tissus sains. Et on va voir que toute la radiothérapie moderne va en découler. Un autre facteur important, et qui est un facteur qui inquiète bien souvent les patients, c'est le facteur temps. Il avait montré que les effets toxiques sur les tissus sains étaient d'autant plus importants que la dose à chaque séance était forte et qu'il n'y avait peu de séances. A l'inverse, lorsque l'on faisait plusieurs séances avec un facteur temps raisonnable, les tissus sains étaient épargnés. Et ça me permet de me rappeler une anecdote, c'est quand vous annoncez à un patient qu'il va avoir 7 semaines de radiothérapie, il a tout de suite l'impression que c'est quelque chose de grave. Et quand on lui explique que c'est grâce à cette durée de radiothérapie pour un organe profond qu'on va épargner la totalité des tissus sains, c'est d'autant plus rassurant. La différence de technicité par rapport à nos grands anciens est devenue absolument gigantesque, c'est clair. Je dois dire que ça rend très très modeste d'ailleurs, parce que quand on revoit effectivement la façon dont les gens des années 30-40 travaillaient, où la radiologie était balbutiante par rapport à ce qu'on a maintenant, et donc en fait il y avait l'examen clinique, on avait nos mains, on avait le stéthoscope, on avait nos yeux pour regarder. Quand on voit les dossiers techniques avec ces schémas d'irradiation, ou les décimes, ça, moi c'est assez extraordinaire parce que j'ai l'impression, en regardant ces schémas, mais je dis c'est pas possible, ces gens-là ils voyaient à travers leurs patients, ils voyaient en profondeur, ils avaient déjà une vision 3D, il faut dire qu'ils avaient déjà d'excellentes connaissances anatomiques en général, c'était d'excellents anatomistes, et en fait ils arrivaient déjà à compenser le fait que ils n'avaient pas encore ce que nous avons maintenant, et ce qui nous facilite effectivement beaucoup le travail, cette vision en 3 dimensions, en profondeur. Et ce qu'ils faisaient déjà dans ces années-là, compte tenu des outils qu'ils avaient à leur disposition, ou qu'ils n'avaient pas à leur disposition, compte tenu du type d'appareillage, quand même assez antédiluvien par rapport à ce qu'on a maintenant, je veux dire que les résultats qu'ils obtenaient sont des fois tout à fait ahurissants de qualité. En 1934, Henri Coutard publie une série de 200 et quelques patients traités pour des cancers ORL par radiothérapie seule et publie des taux de guérison qui sont très loin d'être ridicules. Et c'était en 1934, pour vous donner un exemple parmi d'autres. D'abord, effectivement, ce qu'on appelle les rayons X, ou la radiothérapie externe. Mais donc toute une partie de la radiothérapie qui est faite avec des appareils qui sont en dehors, un peu loin du patient, et qui projettent des rayons sur le patient. Et à nous après de jouer, de moduler, de modeler donc tous ces rayonnements pour irradier le plus précisément possible donc les tumeurs que l'on a à traiter. Et puis, d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle la curie
thérapie. Alors cette curithérapie, c'est l'utilisation, alors là, de sources radioactives. Et au départ, c'était du radium, et on parlait à l'époque de radium-thérapie. Donc l'utilisation de sources radioactives, qui là ne sont pas extérieures au patient à 1 mètre, 1 mètre 50, ce sont des sources radioactives qui sont mises soit au contact de la tumeur, soit même insérées, implantées dans les tumeurs. La radiothérapie ne disposait à l'époque que d'armes relativement peu efficaces. Et surtout, on ne lui accordait pas toute la confiance et tous les moyens qu'elle aurait mérité. Pour vous donner un seul exemple, quand je suis arrivé à Villejuif, il y avait dans les salles de traitement 2 malades que l'on traitait simultanément. C'étaient des infirmières qui mettaient en place les malades sous les appareils de traitement et il y avait, disons, un certain manque de rigueur dans la façon dont les traitements étaient à la fois planifiés et effectués. On considérait en réalité que la radiothérapie était une arme qui permettait de ralentir l'évolution du cancer, de diminuer les souffrances, mais on n'avait pas grande confiance en elle pour guérir les malades. Et cette attitude était justifiée par la médiocrité des outils dont on disposait à l'époque. On utilisait le radio, les appareils générateurs de rayons X de 200 kV qui n'avaient qu'une faible pénétration dans les tissus. De plus, en France, il y avait eu des efforts extrêmement importants et considérables faits notamment à la Fondation Curie par Regaud et son équipe, qui avaient établi les bases biologiques de la radiothérapie, mais qui malheureusement s'étaient peu intéressés à l'aspect physique et technique du traitement. Donc en 1950, nous en étions là. La radiothérapie existait, il y avait des outils peu performants, mais des équipes qui étaient là et qui ne demandaient qu'à mieux faire. Et c'est à ce moment-là qu'est survenu un événement capital, l'introduction des rayonnements de haute énergie. Ça a été une révolution technique parce que ça a été un changement complet dans le mode de production des électrons de haute énergie qui sont nécessaires pour produire des rayons X. Avant, enfin disons jusqu'aux années 1950, on utilisait des transformateurs pour obtenir des hautes tensions. Alors 200 kV, 300 kV, c'était pas très difficile à réaliser et ça se faisait. Mais quand on essayait d'aller un peu plus loin, il y avait des problèmes d'isolement qui devenaient énormes. Alors il y avait de grosses étincelles, ça claquait de partout et ça ne résistait pas. On a remplacé cela par le cobalt radioactif d'abord, puis par les rayonnements de haute énergie, en particulier le bêtatron. Et immédiatement, ceci est apparu comme susceptible de changer radicalement à la fois l'efficacité et l'état d'esprit. La radiothérapie classique, celle qui avait été mise au point à Curie par Regaud, les réactions de la peau servaient en quelque sorte de garde-fou. On regardait comment la peau se comportait sous l'effet des radiations, et l'art du radiothérapeute, c'était de délivrer la dose la plus élevée à la tumeur sans causer des lésions irréparables au niveau de la peau. Avec les rayonnements de haute énergie, la peau n'avait plus aucune importance. La peau recevait des doses inférieures à celles reçues par les tissus en profondeur. On ne pouvait plus se baser sur la réaction de la peau et il fallait évaluer ces doses en profondeur avec des méthodes scientifiques rigoureuses. Maurice Tubiana avait vu l'utilisation du bêtatron quand il était aux États-Unis
Et Jean Dutrex et Bernard Pierrequin avaient été envoyés à Manchester, en Angleterre, qui était la Mecque de la radiothérapie à l'époque, pour voir ce que c'était que la radiothérapie moderne. Et ils étaient revenus, avaient discuté avec Maurice Dubiana, et avaient convenu tous les trois qu'ils ne pouvaient rien faire s'il n'y avait pas un physicien pour les aider dans le calcul et la mesure des doses, et la mesure des rayonnements sortant de cette machine. Ils s'étaient adressés, bien sûr, tout de suite à la Faculté des sciences de Paris, mais les physiciens n'étaient pas du tout intéressés à venir travailler avec des médecins qu'ils considéraient comme des non-scientifiques. Mon mari, qui n'était pas encore mon mari à cette époque-là, s'était adressé à moi en me disant « Il y a un poste de physicien de créer, tu as fait des études de physique, accepterais-tu de venir travailler avec nous ?» J'ai été intéressée par le challenge, j'ai accepté. Je suis arrivée me présenter à Maurice Dubiana, et Maurice Dubiana m'a dit « Mademoiselle, il s'agit de faire des mesures du bétatron et de nous aider à calculer les doses pour les malades. Ce travail sera ce que vous en ferez. Si vous vous contentez de faire ce que l'on vous dit, ce sera un travail de technicien banal. Si vous voulez en faire un travail de recherche, ça pourrait être un travail de physicien très intéressant. » J'ai accepté le challenge et je suis rentrée dans cette équipe. Mon rôle à moi, c'était de mesurer les rayonnements qui sortaient de cette machine, d'essayer de comprendre comment ils pouvaient s'atténuer dans le corps humain, donc d'imaginer là aussi des méthodes de mesure pour comprendre quelle allait être la dose en profondeur, puis ensuite d'appliquer ces données pour les malades. Les limites du faisceau étaient précises. Si une partie de la tumeur se trouvait en dehors du faisceau, elle n'était pas irradiée. Et donc elle était inexorablement la source de récidive. Inversement, si on irradiait des tissus fragiles, on allait causer des complications qui pouvaient être mortelles. C'était mon travail de fournir pour chaque malade ces calculs et d'évaluer. Il y avait un dosimètre sur le bétatron qui donnait des indications, on appelait ça les TOP, et il fallait connaître la valeur du TOP pour chaque malade au niveau de la tumeur et pouvoir indiquer au médecin comment on allait réaliser l'irradiation qu'il souhaitait. Donc, à la place d'un médecin qui avait presque le rôle d'un presse-bouton, qui mettait le malade sous l'appareil et qui l'irradiait comme on prend une photo, il fallait introduire un médecin connaissant la physique, connaissant la biologie, capable de suivre les progrès extrêmement rapides qui s'effectuaient dans ces deux disciplines, de façon à en tenir compte dans son raisonnement et dans l'élaboration des plans de traitement de chaque malade. La physique médicale, comme je l'entends, le physicien travaillant dans l'hôpital dans ce but, ça n'existait pas. J'ai eu la chance d'aller en Angleterre en 1956, avant l'arrivée du premier appareil des Cobalt, pour voir justement l'installation des tout premiers appareils des Cobalt en Angleterre. Et j'ai rencontré un physicien au Mount Vernon Hospital et qui m'a offert de devenir membre de la Société des physiciens médicaux anglais. Alors pour moi, c'était merveilleux, parce que je me retrouvais avec des collègues. Alors à l'époque, il devait être 30 ou 40 physiciens en Angleterre, ce qui était beaucoup comparé à la France où j'étais toute seule. En 1963, nous étions 3 physiciens en France. 2 à l'Institut Gustave Roussy, Jean Chavaudrat et moi, et un physicien à Caen, qui s'appelait Bloquel, et nous avons été les pionniers. Vous voyez donc, il y avait 2 attitudes qu'il fallait renouveler. Premièrement, celle de la planification du traitement, du choix des faisceaux que l'on allait utiliser et qui allaient converger sur la tumeur pour donner la dose la plus haute possible à la tumeur sans créer de lésions dans les tissus sains qui l'environnaient, d'une part, et d'autre part, remplacer les impressions par des chiffres, c'est-à-dire avoir des méthodes quantitatives précises. Et avec les collègues,
c'est-à-dire Jean Dutrex, Bernard Pierrequin, Claude Lalande, nous nous sommes lancés dans cette œuvre qui nous a occupés, disons, de 1952, 53, jusqu'à la fin des années 60. Ça a été une espèce de révolution culturelle où il fallait remplacer chaque acte par fait un petit peu avec de bonnes intentions mais sans rigueur, par des méthodes extrêmement rigoureuses, ne laissant place à aucune possibilité d'à peu près. Une équipe dans le plus vieux avait 33 ans, c'était quand même une équipe très jeune qui se trouvait avec un appareil absolument merveilleux, c'était l'enthousiasme, on était persuadés qu'on allait guérir tous les cancers, vous savez, on était très très naïfs. Mais on avait aussi tout à découvrir et tout à comprendre. Il n'y avait pas de littérature, il n'y avait pas de livres. Moi, j'ai pris des bouquins d'anatomie pour essayer de comprendre un petit peu ce que j'allais faire. On m'a expliqué ce que c'était que les cancers, comment on les traitait. Je savais ce qu'étaient les doses, je savais ce que c'était que mesurer une dose. Je connaissais l'action des rayonnements, mais je ne connaissais pas l'action des rayonnements sur les cellules. C'était le début, le tout début de la radiobiologie. On m'a expliqué tout cela, et tous les samedis matins, nous nous réunissions tous, les radiothérapeutes et moi, et on discutait, après la visite clinique, disons, on se réunissait et on discutait des problèmes du jour, comment on allait traiter les malades, ce qu'on avait trouvé en faisant les mesures, comment on pouvait utiliser ça, quelle était la signification des unités qui étaient utilisées à l'époque, qui était le Röntgen, qui était inutilisable pour ces hautes énergies. Donc il fallait inventer quelque chose de nouveau. Les dosimètres, comment ils pouvaient fonctionner à ces énergies, tout était à découvrir, tout était à faire et c'était absolument passionnant. Chaque progrès, chaque échec est associé à un visage. Je me rappelle très bien, je vous le disais, le visage des premiers malades qu'on a guéris d'un cancer de la thyroïde. C'était, je peux raconter l'anecdote, c'était une femme, et la première fois que je l'avais vue, elle avait sorti une photo de son sac, elle m'avait dit, voilà, je suis veuve, ça c'est la photo de ma fille, on vient de fêter sa première communion, elle a besoin de moi, elle n'a que moi dans la vie, il faut absolument que je puisse l'aider pendant son adolescence. Puis je l'ai revue quelques années plus tard, elle m'a montré la photo de sa petite fille en communion, et elle a dit, voyez, vous vous rappelez, je vous avais montré la première fois que je vous ai vu la photo de ma fille en communion, ça c'est la photo de ma petite fille en communion. Eh bien, c'est grâce au traitement qui a été fait que je suis arrivé là. Et ça vous donne une satisfaction, qu'il y a quelque chose de tangible. On se dit, bon, il y a eu un résultat. Une séance de radiothérapie, ça peut aller de 1 minute à 6 heures. Les 6 heures, c'était le début des irradiations totales pour greffe de moelle, où on étalait l'irradiation pour éviter les complications. Ça durait 6 heures. On était avec le malade pendant 6 heures. On rentrait, on le laissait se reposer, on repartait, on recommençait l'irradiation, on le faisait boire, on lui donnait les soins. Il y avait une infirmière qui était là pour nous aider. Il y avait le médecin, il y avait le radiothérapeute, l'hématologue, l'infirmière et le physicien. Les 4 personnes qui étaient là pendant les 6 heures avec le malade. Et il faut pour cela se mettre un petit peu à sa place. Il sait qu'il est atteint d'une maladie très grave. Il sait que cette maladie peut le tuer. Mais en même temps, le traitement l'épuise. Il est à bout de force. Et au fond, il a envie de lâcher. Il a envie de se laisser couler pour mettre fin à ses douleurs. Et il faut, à ce moment-là, lui inspirer la volonté de surmonter son désespoir, de se projeter dans l'avenir, de lui dire, oui, vous allez passer quelques semaines, quelques mois très difficiles, mais ensuite vous pourrez reprendre une vie normale. Donc il faut comprendre son psychisme pour l'aider. Et dans certains cas, c'est encore plus difficile.
Au début du traitement des leucémies, les méthodes que l'on utilisait étaient extrêmement agressives. Et 20% des malades mouraient du traitement. 1 sur 5. Et mouraient dans des conditions extrêmement difficiles, extrêmement atroces. Et il fallait malgré ça entamer ces traitements. Il fallait donc expliquer aux malades, avant le début du traitement, que le traitement allait être un traitement épouvantablement difficile à supporter, mais que c'était la condition du succès. Certes, on ne pouvait pas lui dire « vous avez une maladie qui vous condamne à mort », mais on pouvait lui faire comprendre, on pouvait parler avec lui et lui expliquer que la maladie était très grave, mais qu'il y avait une chance qu'elle pouvait être guérie, qu'il y avait une chance de l'en sortir et qu'il fallait accepter la période très difficile qu'il allait avoir devant lui. Et là, on ne peut le faire que si on se met à la place du malade, que si on essaye de raisonner comme si on était le malade. Donc il faut essayer de comprendre ces mécanismes psychiques. Vous parliez de Freud, je crois qu'on pourrait plus généralement parler de toutes les études sur la psychologie des malades, sur l'attitude de l'homme devant la mort, parce que ça finit par être ça, l'attitude de l'homme devant la mort. Et si on ne se pose pas ces problèmes, on ne peut pas aider véritablement les malades. Et c'est la même chose en science, c'est la même chose dans tous les domaines. Il faut se projeter dans l'avenir. C'est en se projetant dans l'avenir que l'on peut surmonter les déceptions, les difficultés, voire en quelque sorte l'aube avant même qu'elle n'apparaisse. Se dire, le soleil va se lever, eh bien, il faut marcher longtemps dans la nuit pour voir le lever du soleil. Alors on ne veut pas irradier tout le malade, mais seulement sa tumeur. Alors il fallait délimiter le faisceau. Pour le délimiter, il faut absorber les rayons que l'on ne veut pas voir rentrer dans le malade. Pour ça, le mieux, c'est de prendre un gros bloc de plomb pour les arrêter. Alors, les blocs de plomb, c'était ce qu'on appelait les collimateurs. Alors, dans certains appareils, comme les premiers Bessasseron d'ailleurs, c'est un gros bloc de plomb que l'on plaçait à l'ouverture de l'appareil et qui délimitait un rectangle ou un carré, diverses dimensions, et on changeait le bloc de plomb en fonction de ce que l'on voulait irradier. Après, on a perfectionné les choses, on a fait des collimateurs réglables qui consistaient en 4 blocs de plomb qui permettaient de découper un rectangle dans le faisceau qui était émis. Mais un rectangle, ce n'est généralement pas bien adapté au traitement d'une tumeur qui n'a pas la forme d'un rectangle, qui a une forme un peu plus compliquée. Alors, on faisait un autre collimateur, celui-ci par propre au malade, adapté au malade, qui est un bloc de plomb qui était découpé à la forme de la tumeur que l'on voulait irradier. Alors ces blocs, c'était ou bien des billes de plomb que l'on entassait dans une boîte, avec au milieu un bloc de polystyrène qui représentait la partie utile du faisceau, et autour il y avait des billes de plomb, ou bien on coulait un bloc de plomb à la forme que l'on désirait. Alors, mon métier, c'est manipulateur en électroradiologie médicale. Donc, ça consiste à administrer les traitements en radiothérapie. On fait un petit peu le relais entre le patient et le médecin. On sert un petit peu d'intermédiaire en appliquant nos traitements. En fait, le médecin a déterminé que cette zone et cette zone n'avaient pas besoin d'être traitées. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a posé justement ces caches. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dessine avec une marge de 3 cm au-delà du champ les caches. J'ai suivi les zones à découper. Et maintenant, l'opération va consister à remplacer ces zones
ces zones-là par du plomb, tout simplement. Ça avait un gros inconvénient, c'est que le plomb c'est toxique. On le savait, mais on l'a su de mieux en mieux. Et la manipulation de tout ce plomb, ça posait quelques problèmes de santé pour le personnel. Alors maintenant, on a des moyens plus sophistiqués. Il y a les collimateurs multilames. Donc le principe d'un collimateur multilame par rapport au traitement classique, c'est que quand on avait un plomb, on avait exactement le même système. Grâce à ces lames, on peut, en cours de traitement, faire varier les lames et non plus un aspect figé de la protection des malades. Initialement, avec un plomb, nous avons juste la zone qui est fixe pendant la durée du traitement. Si la tête bouge et on fait bouger les lames, ça nous permettra d'avoir une meilleure harmonie entre la zone protégée au fur et à mesure du passage du rayonnement. On informe bien le patient. Si on prend à la première consultation avec lui, si on se prend, il faut 3/4 d'heure, 1 heure, pour lui expliquer comment ça va se passer, ce qu'on va lui faire, ce qu'il va ressentir, ce qu'il peut ressentir. Bon, parce que des fois, moi j'ai l'habitude de donner quand même les symptômes qu'il peut avoir, en disant peut-être que vous ne les aurez pas, mais je préfère vous prévenir, donc que vous soyez prévenus, que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Donc si on prend 3/4 d'heure, si on accroche bien effectivement avec le patient, si on lui donne, bon, après, éventuellement, quelques documents d'information qu'on a écrits soi-même, bon, bien précis sur la façon dont ça se passe, l'expérience prouve que l'irradiation en général, elle se passe très bien. Et j'avais remarqué que par contre, de temps en temps, bon, pour une raison ou pour une autre, j'étais pas là, j'avais pas pu, il y avait eu un rendez-vous qui n'avait pas été pris, et le patient démarre son irradiation. Il n'avait pas eu cette première consultation de prise de contact, d'explication. Eh bien, la tolérance, elle est beaucoup moins bonne. Et c'est normal. Et c'est normal. Donc la dimension clinique, la dimension du rapport du radiothérapeute avec son patient, il ne faut sûrement pas la négliger. Et ça peut être extrêmement important. Et je me suis aperçu souvent que prendre le pouls du malade était quelque chose de très important, parce qu'il y avait un contact physique charnel. On prenait la main du malade, on tâtait son pouls, il sentait la main de l'autre contre la sienne. Et c'est ce contact charnel qui est quelque chose d'important. Vous savez, la communication non verbale est quelquefois beaucoup plus importante que ce qu'on dit. C'est par l'attitude que l'on a, par la sympathie que l'on témoigne à un malade et que le malade ressent très profondément, qu'il vous donne confiance et qu'il vous fait confiance et qu'il acceptera des traitements extrêmement difficiles qu'il n'aurait peut-être pas acceptés s'il n'avait pas été mis en confiance. Eh bien, je dirais que, à mon avis, il y a 3 recommandations que je ferai aux soignants du point de vue psychologique. La première, c'est d'accompagner le patient. Pourquoi je dis ça? Ça paraît évident. Cependant, ce n'est pas si évident que ça. Parce que le soignant est préoccupé de l'aspect technique et il oublie que le patient, avant tout, se sent seul, se sent abandonné. Et il faut l'accompagner. Deuxièmement, il faut lui parler avec des mots clairs et dire la vérité. Mais attention, il y a des gens qui croient que nous, les psychanalystes, nous prônons la vérité à tout moment, à tout cran, à tout temps. Non. Oui, nous sommes d'accord pour dire la vérité, mais il faut savoir quand dire la vérité et avec quels mots dire la vérité. La vérité ne se dit que de manière opportune. Il y a un temps pour la vérité. Donc, le soignant doit dire le diagnostic, oui, mais il faut qu'il trouve le moment adapté, le moment opportun et les mots adaptés et appropriés. Ça, c'est essentiel. Donc, oui, dire la vérité, mais en tenant compte du temps et en tenant compte des mots. Troisièmement, très important, un soignant doit se présenter toujours aux patients cancéreux comme étant membre d'une équipe, jamais seul. Il faut qu'il dise toujours « mon équipe ». Il faut qu'il dise toujours « nous nous réunissons, nous discutons ensemble, nous pensons à vous ensemble » et que ce soit vrai. C'est-à-dire que la parole qu'il a soit la parole de toute une équipe
Et il faut que seulement en équipe, on peut redistribuer la charge émotionnelle que signifie d'avoir une femme, jeune mère, mère de 3 enfants en moment d'agonie, d'un cancer. C'est dramatique. Donc, il faut que la charge émotionnelle soit partagée par plusieurs personnes de l'équipe soignante. Et que quand le soignant parle au patient, que le patient sente que lui ne parle pas au nom de lui-même, de lui seul, mais qu'il parle au nom de toute une équipe. Ça donne une dimension plus protectrice, ça donne une dimension plus rassemblante, plus contenante. Nous avons toujours utilisé cette méthode de travailler en équipe, de se voir, de discuter, de se disputer. Car il est normal dans la vie de ne pas être d'accord, et si tout le monde est d'accord, c'est qu'on n'a pas réfléchi. Dès le moment où on réfléchit, on voit des objections, on voit des difficultés, et on peut avancer. J'ai toujours pensé que le progrès est fondé sur l'analyse des échecs. Quand un traitement se passe bien, eh ben on n'apprend rien. On est tout content de voir que ça se passe bien, mais on n'acquiert pas beaucoup d'expérience. Quand au contraire, on étudie un malade chez qui le résultat n'a pas été satisfaisant, et qu'on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été satisfaisant? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est moi qui ai mal planifié le traitement? Ou est-ce que c'est moi et mes collaborateurs qui l'ont mal exécuté? Ou est-ce que c'est faute de connaissances, parce que nous nous trouvions devant un problème qu'on ne savait pas comment résoudre? Et comment faire pour parvenir à le résoudre? Donc vous voyez, quand on a un échec, on est obligé de se remettre en question. Et le progrès, c'est de se remettre constamment en question, de ne jamais rien considérer comme acquis et de toujours chercher comment on peut faire. Et puis l'ordinateur est arrivé, on a calculé les doses dans des plans, puis dans l'espace dans 3 dimensions. Et me dit, André, je reviens des États-Unis, j'ai vu utiliser des ordinateurs pour construire les isodoses, au lieu de les faire à la main. La société IBM me donne des heures de machine pour faire des calculs. Alors j'aimerais que vous vous y mettiez, ça paraît quand même être l'avenir, les ordinateurs. Je lui ai dit, monsieur Tubien, les ordinateurs, bon, j'ai eu l'occasion de les utiliser, ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis ce qu'on fait à la main est très au point. J'ai vu les premiers calculs d'ordinateur, ça suppose des malades rectangulaires. Si vous avez déjà vu un malade rectangulaire, moi pas. Alors vos ordinateurs, je n'y crois pas beaucoup. Monsieur Tubien n'était pas content du tout, et me dit, André, vous faites ce que vous voulez, mais si vous ne vous mettez pas aux ordinateurs, dans 2 ans, vous serez la dernière des dernières. Alors je suis repartie la tête basse, et comme je respectais beaucoup M. Tubiana et son jugement, je me suis dit, je n'ai pas le choix. J'ai acheté une méthode de programmation, ça s'appelait le Fortran à l'époque, j'ai appris le Fortran, et j'ai pris mon crayon, j'ai pris une feuille de papier, et j'ai écrit mon premier programme d'ordinateur. Pour les personnes qui ne sont pas des physiciens, ces rayonnements qui traversent tout, qu'on ne voit pas, qu'on ne peut mesurer qu'avec des appareils très particuliers. Vous ne pouvez pas, si vous avez des rayons X, vous ne les sentez pas. Les malades ne comprennent pas aussi quand ils sont traités qu'ils ne sentent rien. C'est absolument insensible. Alors on a peur de ce qu'on ne voit pas. C'est un petit peu la magie. On leur dit que ça fait du bien, donc ils le croient. Et
Je pense que aussi tout le rituel autour de l'installation du malade doit participer au confort du malade. C'est-à-dire que le malade est rassuré par le fait qu'il voit qu'on prend soin de lui et qu'on lui explique qu'il ne faut pas bouger, qu'il faut respirer doucement, qu'il faut se replacer toujours dans la même position. On essaye de le motiver. Donc les malades en général acceptent très bien leur traitement. La séance de radiothérapie, donc, c'est quelque chose de très très court, hein, finalement. On passe beaucoup plus de temps à s'y rendre, à attendre dans la salle d'attente, à se déshabiller que sur la table. Donc en fait, on arrive, on a un petit carnet de rendez-vous qu'on donne au manipulateur radio qui vous accueille, hein, puisqu'il vous donne la séance suivante du lendemain, l'horaire exact, puisque c'est très, très précis. Donc on rentre dans une cabine où on se déshabille. Hein. Dans mon cas, j'étais torse nu du fait de ma radiothérapie. On passe dans un sas où il y a toutes les machines, les ordinateurs, tous les écrans de contrôle. On vérifie sur un écran que c'est bien notre radiothérapie qui est en cours, parce qu'en fait ils vous prennent en photo lors du scanner avec un appareil numérique, et chaque dossier et donc la photo est adjointe à chaque dossier pour qu'on puisse vérifier, nous, le patient, que c'est bien notre radiothérapie, qu'on ne va pas avoir la radiothérapie de quelqu'un d'autre qui est passé avant. Donc on vérifie que c'est bien notre visage qui apparaît sur l'écran. Et donc on va dans la salle de radiothérapie. Donc on est accompagné des manipulateurs qui vous aident à vous installer. Dans mon cas, c'était donc la position allongée avec le bras droit donc en extension sur un appareil en position pour que la zone soit bien découverte, et ils font un placement de la machine. Alors ils ont des télécommandes, enfin je rentrerai pas trop dans les détails techniques, mais c'est très précis, hein, c'est au millimètre près. On voit une espèce d'échelle qui apparaît sur votre peau en fait avec une graduation, et alors c'est 90 quelque chose, enfin ils règlent la hauteur, la largeur, enfin c'est très très précis, hein, ça dure pas très longtemps parce qu'ils sont très experts, mais bon, c'est une précision assez étonnante. Et là ils s'en vont, et là vous vous retrouvez tout seul face à la machine, hein, avec en face quand même, on voit bien une caméra qui vous surveille, hein, pour voir si vous bougez pas, parce qu'il faut pas bouger du tout. Et là, donc ils s'en vont dans la salle d'opération, je pense, hein, dans l'endroit où ils programment leur machine. Et vous entendez une sonnerie, vous êtes tout seul et tout d'un coup vous entendez une sonnerie, et là vous savez que les rayons vont rentrer en fait, hein. C'est le côté un peu impressionnant. On réalise que, mais on ne les sent pas, on ne voit rien, on entend simplement cette sonnerie. Moi ça a été symbolisé par la sonnerie, hein. Pendant certaines irradiations, il y a quand même des effets secondaires. Et c'est particulièrement vrai sur certaines structures sensibles, comme les muqueuses, quand on est amené à irradier une tumeur de la sphère ORL, donc de la bouche, du larynx, du pharynx, la cavité buccale. La muqueuse ne supporte pas très bien les rayons. Et donc les gens vont avoir une muqueuse enflammée, en fait, un peu comme une angine. Alors bien évidemment, on n'est pas des barbares, on fait tout ce qu'on peut pour leur prescrire des tas de bains de bouche, de gargarismes, de médicaments pour diminuer cette gêne, y compris aussi des médicaments contre la douleur. 98, les états généraux organisés par la Ligue nationale contre le cancer, où les malades ont véritablement pris la parole. Une de leurs principales doléances était l'annonce de la maladie. L'annonce de la maladie qui est un cataclysme. On a entendu des mots extrêmement forts concernant cette annonce, et un reproche en particulier des difficultés des médecins à annoncer cette maladie aux patients. Et même si de nombreux médecins annonçaient le mieux possible cette maladie, une très grande difficulté était ressentie dans cette annonce par les patients. J'avais beau le savoir, enfin je le savais puisque ça faisait 15 jours que je me doutais, mais c'est une claque monumentale, quoi. Le moment où le patient apprend qu'il est malade d'un cancer, c'est le choc. C'est un choc émotionnel très connu dans notre pratique. C'est un choc soudain, c'est un choc effondrant, c'est comme un effondrement qui se produit, et où le patient
apprend cette nouvelle, l'entourage aussi, attention, c'est pas un choc seulement pour lui, c'est un choc pour tous ceux qui l'aiment et qui sont à côté de lui. Et à partir de ces moments-là, commence un sentiment de lutte. On se bat, on refuse la maladie. Je pense que toute ma vie, ce sera avant et après. Enfin, avec le temps, j'oublierai peut-être, mais c'est vraiment la douche. Parce que c'est tellement synonyme de mort encore dans les yeux des gens. Et en fait, bon, moi je l'ai accepté assez vite, du fait que, bon, je pense que je suis quelqu'un d'assez réactif, donc j'ai dépassé assez vite ça, mais à chaque fois que j'ai eu à l'annoncer à des gens, c'est terrible. On le voit dans le regard des gens. Il y a des gens qui font 3 pas en arrière, il y a ceux qui se mettent à pleurer, il y a ceux qui sont terrifiés. En fait, vous êtes obligé de les rassurer, quoi. Le mot est terrible, quoi. Donc pour nous, c'est très très dur. On le digère, hein, on arrive à le digérer. À un moment donné, on se dit bon, c'est un cancer, on va s'en sortir, on va se battre et on va y arriver. Et puis il fait partie de notre vie. Et puis c'est un peu comme le ping-pong, hein, on le renvoie d'où il est venu. Mais pour beaucoup de gens, c'est un mot qui fait tellement peur qu'il faut après réussir à les rassurer. On passe notre temps en tant que patient à rassurer les gens qui n'en ont pas. C'est un peu terrible. Le début, c'est ça. Ça a été ça d'ailleurs pendant tout le traitement. Ça a été ça. Ça a été de rassurer les gens dans mon entourage. Et puis aussi dans les gens que je connaissais qui n'étaient pas au courant ou qui l'ont appris, quoi. Ils ont très peur, ils ont eu très peur. Et alors dès qu'on en a un peu parlé que ça va mieux, ils vont mieux aussi, quoi. Donc on est obligé de leur dire des choses et après ils vont mieux et finalement après la communication passe mieux parce qu'il y a toujours un moment où c'est la sidération complète. On est anéanti, quoi, et les autres sont anéantis. Alors vous allez essayer de vous reconstruire quelque chose pour vous battre, et puis il faut aussi se battre pour les autres parce que il faut aussi dépasser leur peur à eux et puis leur redonner confiance par rapport à ça, quoi. Là, moi, j'ai repris à travailler. Je suis infirmière libérale, je soigne des patients et ma première tournée a été extraordinaire, quoi, parce que les gens j'étais une revenante, quoi. J'étais une revenante. Quelque part. Ils avaient beau savoir, mes collègues leur avaient dit que j'allais bien, que je allais revenir travailler, mais je crois que le premier jour où je suis arrivée, j'ai vu beaucoup de choses dans les yeux des gens parce que je pense que ça a une connotation tellement morbide, le cancer, que la peur est terrible, quoi. Pour les patients qui sont guéris par radiothérapie, chez qui on arrive à faire disparaître la tumeur avec ce type de traitement, tout le problème, toute la problématique va être de diminuer chez ces patients-là les effets secondaires, c'est-à-dire les effets qui sont sur les tissus autour de la tumeur qui a été irradiée. Donc ça, c'est l'enjeu pour les patients qui guérissent. Il y a un deuxième enjeu pour la radiothérapie qui est très important. Il concerne ceux qui ne vont pas guérir, ceux qu'on n'est pas capable encore, par les techniques actuelles, de guérir. Et là, la radiothérapie doit être plus efficace. Et donc toutes les voies de recherche, toutes les voies de développement autour de la radiothérapie vont être centrées sur cette approche-là, être plus efficace sur la tumeur et moins toxique sur les tissus sains. Alors on peut citer en particulier un essor formidable dans le domaine de la biologie. On comprend mieux actuellement pourquoi les cellules vont résister à la radiothérapie, pourquoi on va avoir certaines tumeurs qui vont disparaître et d'autres ne disparaîtront pas. Et on peut exploiter certaines cibles moléculaires nouvelles pour diriger contre ces cibles des nouveaux agents thérapeutiques qui vont être capables d'augmenter l'effet de l'irradiation. Le patient que vous allez voir là va avoir donc l'irradiation d'un cancer bronchique. Et pour pouvoir faire les rayons juste dans certaines phases de la respiration et pouvoir donc diminuer les volumes que l'on va traiter, le patient va mettre ses lunettes et au travers de ces lunettes, en fonction de la respiration, qui va être mesurée ici par un spiromètre, donc le spiromètre sera ici dans la bouche du patient,
Et en fonction des phases de la respiration, à travers les lunettes, il aura feu vert ou feu rouge qui indiqueront donc au patient que l'irradiation va avoir lieu, ce qui permet au patient donc de bloquer sa respiration et de n'être irradié que dans certaines phases du cycle respiratoire. Vous pouvez imaginer que les patients soient un petit peu angoissés par rapport à cet appareillage. Et en fait, ça se passe assez bien quand on leur explique. Il y a toujours une séance dite d'entraînement, en sachant que finalement, par exemple, les gens qui ont fait de la plongée sous-marine, par exemple, ou bien de masque et tuba, c'est plus facile parce que l'autre, en fait, également... L'autre outil qu'on ne vous a pas montré, là, c'est un pince-nez, parce que finalement, sinon, en fait, même si on demande aux patients de bloquer la respiration, il y a toujours une petite fuite, qu'on voit très bien d'ailleurs sur la courbe, en fait, à partir du spiromètre. Donc, on leur pince le nez, et donc, à ce moment-là, on a vraiment un bon contrôle, et les patients peuvent maintenir la respiration bloquée. Contractez pas les paumes, Les contrôles sont parfaits. Nous nous positionnons pour le premier traitement. Respirez normalement. C'est parfait, monsieur. C'est quand vous voulez. Respirez normalement et nous positionnons pour le prochain faisceau. Donc le résultat c'est quoi? C'est de limiter au maximum et d'irradier avec beaucoup plus de précision la tumeur tout en épargnant les tissus sains autour de la tumeur. Alors pour nous aider à ça, il y a un élément important qui est l'imagerie. Parce que l'imagerie, avec ses progrès extraordinaires sur ces dernières années, nous permet de délimiter beaucoup mieux les tumeurs, avec beaucoup plus de précision, et donc d'aller utiliser, en parallèle à cette imagerie, une radiothérapie de technologie beaucoup plus précise également. Donc toute la difficulté chez ce patient va être d'irradier donc correctement la tumeur en bleu, tout en épargnant les zones ici, en particulier le croisement des nerfs optiques ici, et le tronc cérébral en arrière. Donc il faut une radiothérapie la plus conformationnelle possible. Les méthodes d'irradiation actuelles utilisent ce qu'on appelle une radiothérapie avec modulation d'intensité, et cette modulation d'intensité va permettre un niveau de précision extrêmement important. On va pouvoir, comme vous le voyez ici, irradier avec une conformité parfaite la tumeur, tout en donnant une dose limitée ici, une dose d'irradiation limitée au tronc cérébral en vert, que l'on cherche à éviter. Et puis, ici, vous voyez, le croisement des nerfs optiques est également épargné par l'irradiation. Au centre d'Orsay. Le principe des cyclotrons est relativement simple. Dans le cas des protons, de l'hydrogène atomique est injecté dans une colonne verticale et parvient au centre d'un gros électroaimant où, par action d'un arc électrique, les atomes d'hydrogène sont débarrassés de leur électron périphérique. C'est ainsi de l'hydrogène ionisé, donc des protons, qui sont accélérés dans une trajectoire spirale à l'intérieur de cet accélérateur pour atteindre à la périphérie de leur parcours des vitesses proches de la vitesse de la lumière.
là on retrouve le schéma simplifié de la machine, avec les balises neutrons donc, qui nous permettent justement de vérifier qu'on n'a pas une activité anormale, aussi bien pendant les traitements qu'en dehors des traitements. De toute façon, L'île de faisceaux que nous avons vu se diviser dans la salle principale arrive dans le fond de la salle de traitement et l'on voit ici très bien du faisceau d'irradiation qui va ensuite se diriger vers le patient. Ensuite positionné par rapport au faisceau d'irradiation qui arrive à l'extrémité de mon doigt. En pratique, l'œil doit regarder un petit point lumineux qui lui permet de tourner et de se positionner de façon précise par rapport au faisceau. Et pendant toute la durée de la procédure, la position de l'œil sera contrôlée à partir d'une caméra qui permet de magnifier la taille de l'œil. La première indication mise en évidence comme étant une bonne indication de la protonthérapie, ce sont les tumeurs de l'œil qui restent encore le recrutement principal des centres de protonthérapie. D'autre part, le contrôle de ces tumeurs est très difficile à obtenir aux doses habituelles d'irradiation et les protons connaissent d'excellentes indications dans le traitement de ces tumeurs en irradiant le moins possible les structures qui sont placées à quelques millimètres autour de la tumeur. On peut comparer à partir d'une image de scanner de la base du crâne la différence entre les rayonnements photoniques et les protons. Ce faisceau, qui est un faisceau entrant en postérolatéral, distribue dans le cas des photons sa dose tout au long de son parcours. Il y a donc à la fois de la dose qui est donnée à l'entrée des tissus, mais également, malgré leur diminution, une certaine dose qui est donnée à la sortie des tissus, au-delà de la tumeur qui est représentée par cette image centrale. Et dans le cas présent, eh bien, l'œil, par exemple, placé derrière la tumeur, va recevoir une certaine dose d'irradiation. Dans le cas des protons, la situation est différente, puisque le faisceau peut être arrêté au-delà de la profondeur de la tumeur et épargner ainsi totalement les tissus qui sont à la sortie du faisceau d'irradiation. Ce que l'on peut constater également, c'est que les bords du faisceau sont beaucoup plus étroits. Ce que l'on appelle la pénombre latérale du rayonnement est minimisée par les protons et permet également d'éviter d'irradier de façon inutile les tissus placés sur les côtés. Il existe toutefois une nouvelle indication qui est en pleine émergence et qui paraît une excellente indication de la protonthérapie, ce sont les tumeurs de l'enfant. On sait en effet que la radiothérapie est très délicate à réaliser chez les enfants, car elle risque d'interférer avec la croissance des tissus en développement. C'est notamment le cas du tissu osseux ou du tissu cérébral, et elle peut être à l'origine elle-même de séquelles plus ou moins préjudiciables pour cet enfant, notamment sur le plan neuropsychologique. Eh bien, la protonthérapie, par la très bonne épargne qu'elle permet des tissus situés autour de la zone tumorale, est certainement une voie d'avenir, et nous avons commencé de traiter régulièrement des enfants porteurs de différentes pathologies à l'intérieur du crâne. Ce nombre devrait augmenter dans les prochaines années, et tout récemment, nous avons même pu prendre en charge des enfants très jeunes qui ne peuvent être traités que sous anesthésie générale et qui sont, du fait même de leur âge, des enfants très susceptibles à l'irradiation dont il faut protéger au maximum les tissus. Ici, on a un exemple de la possibilité de générer des faisceaux de protons, non plus comme on le fait actuellement avec des grandes sections accélératrices, mais avec des faisceaux laser ultra intenses. On peut dire qu'on redécouvre en quelque sorte l'effet photoélectrique qu'avait décrit Einstein en 1905. On attend des développements dans ce domaine dans un délai de 5 à 6 ans pour avoir les premiers prototypes qu'on puisse installer éventuellement dans les hôpitaux. L'aventure bien sûr se poursuit et les efforts autour de la radiothérapie se conjuguent avec les efforts qui sont faits autour de la chirurgie, autour de la chimiothérapie pour gagner en efficacité et guérir demain davantage de cancers tout en assurant à nos patients le minimum d'effets secondaires. Je pense que c'est une maladie assez terrifiante et on n'a pas tous fait le même chemin par rapport à ça, on n'est pas prêts de l'avoir tous fait. Alors maintenant, moi j'essaye de positiver les choses quand j'en parle avec les gens. J'en parle à tout le monde de toute façon. Je raconte à tout le monde, je raconte à mes patients, je raconte tous les gens que je vois, je leur dis.
parce que je veux que les gens aient moins peur en fait. Parce que je trouve que c'est ça le plus dur, c'est la peur dans le regard des autres. Je pense que c'est ça qui est le plus dur à vivre. Premier traitement, respirer normalement. On craint souvent que l'excès de technicité crée une barrière entre le malade et le médecin, et que le malade ne voit plus que l'acte technique oubliant le médecin. C'est totalement faux. L'expérience montre exactement le contraire. Ce sont les médecins qui sont le plus attachés à perfectionner les actes techniques, qui en même temps sont ceux qui luttent le plus pour aider le malade à supporter. Si vous voulez, l'acte médical ne se partage pas. Et ça, c'est une chose que m'a appris mon maître Robert Debré. Si vous voulez aider un malade, il faut l'aider aussi bien dans son état psychique que dans la technique que vous utilisez pour le traiter, que dans les progrès de recherche qu'il faut faire pour améliorer la qualité du traitement. Tout ça constitue un ensemble, et c'est parce que le malade sent qu'il a en face de lui une équipe qui prend tous ces facteurs en compte qu'il accepte de se confier à lui. Or, se confier à une équipe médicale, c'est un acte d'une importance fondamentale pour un malade, car il remet sa vie entre les mains de cette équipe, mais il faut pour cela qu'il juge cette équipe digne de cette confiance. Et ceci ne peut se faire que grâce à des contacts humains. Et on retrouve l'homme derrière la machine.